Le gouvernement du Burkina Faso a démissionné vendredi, confronté à des menaces terroristes et à une fronde sociale croissante. L'information a été rendue publique par un communiqué de la présidence. Après la mise en cause par l'Union africaine du résultat de l'élection présidentielle en RDC, les réactions se multiplient. L'opposant candidat Martin Fayulu a tenu une conférence de presse. Ses propos assurent dans ce journal. Enfin, enterrement ce vendredi du journaliste d'investigation ghanéen Ahmed Hussein. Il avait participé à une vaste enquête sur la corruption dans le foot africain et a été assassiné mercredi soir. Ils sont de la même origine, ils sont tous deux septuagénaires et pourtant, les candidats à la présidentielle du Nigeria ne pourraient pas être plus différents. L'ex-général Buhari affrontera le richissime ancien vice-président Atiku Abubakar. Tout se déroule sur fond de lutte anticorruption. Le président sortant, en arrivant à la tête du Nigeria en 2015, avait promis d'éradiquer ce cancer qui gangrène le premier producteur de pétrole du continent africain. Ironie du sort, il affrontera le 16 février Atiku Abubakar, vice-président sous Olusegun Obasanjo, qui a la réputation d'être un des hommes politiques les plus corrompus du pays. Je pense qu'une autre chose que ce gouvernement a fait, c'est qu'il a concentré sa lutte contre la corruption sur des gens qui appartenaient à des partis politiques d'opposition, ce qui a donné un ton politique à la lutte contre la corruption. Il y a également une inefficacité particulière dans le processus d'enquête mené par la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers. Il condamne et seulement après, il mène l'enquête, alors que l'enquête aurait dû avoir lieu avant la condamnation. Ainsi, lorsqu'ils se présentent devant le tribunal, le processus s'allonge et ils ne sont pas en mesure de présenter suffisamment de preuves pour que le juge puisse se prononcer en fonction des faits qui lui ont été présentés et, si possible, obtenir une condamnation. La corruption fait partie de l'arsenal à disposition des élites. Mais l'élite l'utilise depuis si longtemps que de nombreuses générations se sont succédées et ne voient aucune autre façon de faire les transactions. Elles pensent que c'est normal. La sobriété de Buhari est aux antipodes de la flamboyance d'Atiku Abubakar. Mais au terme de son premier mandat, la lutte menée contre la corruption est fortement critiquée. Dans le cadre de l'Union africaine, ayant constaté des sérieux doutes sur la conformité des résultats publiés par la CENI, préoccupé par la crise électorale dans notre pays et animé par les soucis de justice, de paix et de stabilité aussi bien de la RDC que de la région, l'AMOUCA salue la venue à Kinshasa, dans les tout prochains jours, d'une délégation de haut niveau de l'Union africaine en vue de prendre contact avec toutes les parties prenantes. L'AMOUCA et moi-même, nous vous assurons que nous sommes très ouverts et disposés à contribuer activement à la recherche dans la vérité des solutions à cette crise inutile. Dès lors que la vérité des urnes aura été rétablie, la coalition Lamouka reste disposée à travailler pour la reconstruction du pays, sans règlement des comptes, ni discrimination tribale ou ethnique, ni chasse à l'homme et dans un esprit de réconciliation nationale. Aucune explication n'a été donnée par le communiqué de la présidence selon lequel le Premier ministre Paul Kabatieba a présenté dans l'après-midi sa démission ainsi que celle de son gouvernement.
Le président du Faso l'a accepté et a exprimé toute sa reconnaissance au Premier ministre et à l'ensemble de ses ministres pour leur engagement au service de la nation, ajoute le texte. Économiste inconnu du grand public, Paul Kaba Thieba était devenu en janvier 2016 le Premier ministre du président Kaboré nouvellement élu. Son profil correspondait à la priorité aux questions économiques et sociales données par le président Kaboré lors de sa campagne électorale dans ce pays sahélien pauvre de 18 millions d'habitants qui connaît un chômage massif, notamment parmi les jeunes qui représentent près de 3/4 de la population. Mais la question sécuritaire a rapidement pris de l'ampleur avec la première attaque djihadiste à Ouagadougou qui a fait 30 morts une semaine après sa nomination. Les attaques avaient commencé dans le nord du pays début 2015, puis se sont étendues en 4 ans à une large partie du territoire, devenant de plus en plus fréquentes et meurtrières. Les djihadistes ont perpétré aussi plusieurs prises d'otages. Les forces de sécurité burkinabè semblent impuissantes à enrayer ces violences. Kaba Thieba avait cependant été reconduit 2 fois à la tête du gouvernement après des précédents remaniements. Selon des sources proches de la présidence, cette démission fait suite à la volonté du président Kaboré de donner un nouveau souffle à l'action du gouvernement, confronté aussi à une fronde sociale avec des mouvements d'humeur récurrents dans les différents services publics. Les 5 hommes ayant perpétré l'attentat de Nairobi, revendiqué par les Chebabs somaliens contre un complexe qui rassemble un hôtel, des restaurants et des bureaux, sont morts dans l'opération. 5 suspects ayant comparu vendredi sont soupçonnés de les avoir aidés. Ils font l'objet d'une enquête pour conspiration en vue de commettre un acte terroriste et appartenance à un groupe terroriste. À la demande des enquêteurs, le tribunal a prolongé de 30 jours la détention provisoire de 5 d'entre eux et jusqu'à mercredi prochain, celle d'une 6e personne, le temps d'approfondir l'enquête. Joël Nganga, chauffeur de taxi, aurait transporté un des assaillants à plusieurs reprises. Olivier Kanyango Mouti, également chauffeur de taxi, aurait transporté un des assaillants au complexe attaqué. La seule femme du groupe, Gladys Kari Justus, aurait facilité une transaction suspecte via un système de transfert d'argent très populaire au Kenya, M-Pesa. Quant à Gouleid Abdi Hakim, qui possède la nationalité canadienne, il a été arrêté pour des communications téléphoniques suspectes, tandis que Osman Ibrahim aurait rencontré un des assaillants le 8 janvier. La 6e personne, Hussein Mohamed, a été en contact avec des islamistes d'après l'analyse de son téléphone portable. Mercredi et jeudi, des sources policières avaient annoncé l'arrestation de 11 suspects au total. Les Chebabs, affiliés à Al-Qaïda, ont indiqué avoir agi en représailles au transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, selon le Centre américain de surveillance des sites internet djihadistes, SITE. Deux personnes sont mortes des suites de leurs blessures dans les événements d'hier. Les médias et les chaînes d'information disent encore qu'il y a eu 3 morts, mais il n'y a eu que 2 morts. Et maintenant, les preuves concluantes montrent que le nombre de morts est de 2. La police soudanaise a affirmé vendredi que 2 personnes seulement étaient décédées lors de manifestations anti-gouvernementales la veille à Khartoum, des organisateurs du mouvement de contestation ayant auparavant fait état de 3 morts. Cette info, selon laquelle 3 personnes ont été tuées lors des manifestations de jeudi, n'a aucune base et n'est pas fondée. L'annonce de la mort d'un garçon de 14 ans n'est pas fondée. Il y a eu des rassemblements avec très peu de participants dans plusieurs régions. Ces rassemblements sont illégaux, c'est pourquoi la police les a dispersés conformément à la loi en utilisant des gaz lacrymogènes sans faire de victimes ni même de pertes dans des propriétés privées ou publiques. 4 semaines après le début d'un mouvement de contestation populaire au Soudan, des centaines de personnes ont manifesté vendredi dans la capitale Khartoum lors de funérailles de manifestants. Avant de se rendre au cimetière, certaines personnes ont attaqué un véhicule de police proche d'après des témoins. Lors d'un autre rassemblement à Oudourman, la ville jumelle de Khartoum, des fidèles musulmans ont scandé « Liberté ». Paix, justice dans une mosquée où il s'était rendu pour la prière du vendredi. Dans un communiqué, Amnesty International a appelé vendredi Khartoum à mettre fin à la répression meurtrière des manifestations après avoir accusé les forces de sécurité de tirer des gaz lacrymogènes et des balles réelles à l'intérieur d'hôpitaux. Le président Omar al-Béchir a lui imputé les violences à des conspirateurs sans toutefois les nommer.
La connexion Internet a de nouveau été coupée vendredi au Zimbabwe. Dans un lent texto envoyé à ses clients, le principal opérateur téléphonique du pays, Econet, a expliqué avoir reçu ordre de bloquer totalement l'accès à Internet jusqu'à nouvel ordre. Cette coupure intervient alors que la vie reprenait ses droits vendredi, après plusieurs jours de paralysie causée par une grève générale, des manifestations violentes et une répression brutale du régime. Ce qui fait dire au mouvement pour le changement démocratique, principal parti d'opposition, que le duo composé par le président Emmerson Mnangagwa et son vice-président Constantin Chiwenga, général à la retraite, planifie d'autres violations des droits de l'homme en profitant de la coupure des communications. Tout a commencé lundi où la population a laissé éclater sa colère après l'annonce du doublement des prix du carburant. Lors des violences qui ont suivi, 3 personnes ont été tuées selon la police. Mais les ONG de défense des droits de l'homme avancent un bilan plus élevé, allant jusqu'à 16 morts. On parle aussi de nombreux passages à tabac et d'arrestations arbitraires. Dans la foulée, le gouvernement a bloqué mardi l'accès à Internet avant de le rétablir partiellement mercredi soir. Mais ce vendredi, la connexion a de nouveau été interrompue, obligeant l'opérateur Econet à présenter ses excuses aux abonnés pour les désagréments causés par les décisions sur lesquelles il n'a aucun contrôle, tout en précisant avoir saisi la justice. Cette justice devra aussi trancher le cas du pasteur contestataire Evan Mawarire, arrêté mercredi et poursuivi pour incitation à la violence via les réseaux sociaux et pour subversion. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. À la majorité, les juges de la Chambre d'appel ont décidé que l'ancien président ivoirien et l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes de la Côte d'Ivoire resteront en détention. Ce, dans l'attente d'une décision sur l'appel introduit par le procureur contre leur mise en liberté immédiate. Basée à La Haye, la Cour a précisé que la Chambre d'appel a programmé une audience le 1er février 2019 pour entendre d'autres arguments sur cet appel. Après cette audience, les juges décideront soit de maintenir les 2 hommes en détention jusqu'à un éventuel procès en appel sur leur acquittement, soit de leur accorder une liberté conditionnelle ou inconditionnelle. Aucun détail n'a été donné sur la date de leur décision. Cette démarche distincte pourrait prendre des mois. La mise en liberté des 2 hommes a été suspendue mercredi soir suite à un appel de l'accusation. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains pour lesquels ils ont toujours plaidé non coupables. D'ici à 2025, 1000 cybercombattants supplémentaires seront recrutés et 1,6 milliard d'euros seront consacrés à la lutte dans le cyberespace, devenu un lieu de confrontation à part entière. Ainsi, les armées françaises sont dotées d'un système de lutte informatique offensive. C'est une manière de renforcer leur posture face à la multiplication des menaces. Et ces attaques cyber ne sont pas l'apanage du secteur civil. Nos systèmes militaires, eux aussi, sont épiés, visés, attaqués. En moyenne, ce sont donc plus de 2 incidents de sécurité par jour qui ont touché tout autant notre ministère, nos opérations, nos expertises techniques et même un hôpital d'instruction des armées. Nous renforçons donc nos effectifs et d'ici 2025, nous compterons au sein du ComCyber, de la DGSE et de la DGA 1000 cybercombattants supplémentaires. Nous renforçons les moyens avec 1,6 milliard d'euros investis pour la lutte dans le cyberespace. Nous considérons l'arme cyber comme une arme opérationnelle à part entière. C'est un choix nécessaire
que nous faisons en responsabilité. Le ministère des Armées espère aussi sensibiliser les soldats à la part croissante du cyber dans les opérations et susciter des vocations alors que le vivier de gens compétents est limité et les besoins de plus en plus élevés dans les armées comme dans les entreprises.